Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans cette courte présentation sur l'analyse force-faiblesse. En fait, ça devrait dire force, faiblesse, opportunité, menace, mais pour des raisons d'abréviation, on va raccourcir. Et donc, je m'appelle Edmond Zaidi et pour la plupart d'entre vous, je serai l'analyste responsable chargé d'appuyer votre unité académique au cours des prochains mois, donc toujours dans le cadre de l'évaluation cyclique des programmes. Pour ceux et celles qui étaient présentes, vous le savez déjà, lundi, j'étais moi-même professeur, donc j'ai d'abord pratiqué l'enseignement avant d'être exposé à ces sujets et au labyrinthe du contrôle de qualité. Donc, je suis tout à fait de votre côté. Je connais très bien les préoccupations et mon rôle et mon objectif, c'est de couper en bon anglais, tout le fluff et aller droit au but et essayer de changer cette perception que les professeurs ont parfois, que les exercices formels sont une tâche, une corvée supplémentaire. J'ai également le plaisir de vous présenter Malak Junaid, qui avait un cours et un examen, mais Malak m'a dit qu'elle pouvait nous rencontrer, venir. Alors, Malak m'assiste dans ses activités et jouera un rôle très, très important dans les communications avec vos diplômés, ce que j'expliquerai dans quelques minutes en détail. Malak poursuit actuellement son baccalauréat spécialisé en économie à l'Université d'Ottawa. Veuillez noter que cette séance est enregistrée et sera mise à disposition de manière publique afin que celles et ceux qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui puissent la visionner ultérieurement. Nous aurons des pauses pour répondre à vos questions, mais n'hésitez surtout pas à saisir vos questions dans le clavardage ou intervenir directement en prenant la parole pour poser vos questions directement par microphone. Voilà. Donc, si vous étiez présent lundi, vous vous rappelez qu'on avait une correspondance entre l'activité force-faiblesse, FFOM ici, et le rapport d'auto-évaluation. Ce qui veut dire que ce rapport d'auto-évaluation, la table des matières est à droite, dans l'encadré en rouge, va bénéficier des aperçus, des constats de l'analyse force-faiblesse. Très bien. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de revoir tout d'abord le pourquoi de cette activité, très important, en précisant notre contexte particulier à l'université, en passant en revue quelques définitions pertinentes. Nous serons prêts à mieux comprendre les étapes du processus. Ensuite, nous allons voir le questionnaire lui-même pour avoir une idée de quoi ça a l'air. Le rapport qui résulte de cette activité vous sera présenté, enfin en survolant un exemple, pour montrer à quoi nous pouvons nous attendre. Finalement, nous verrons ensemble en détail les différentes étapes du processus, ce qui permettra d'avoir une meilleure idée des activités, des échéanciers et des potentiels défis. Voilà ce que je vous propose dans l'heure qui vient. Alors, commençons par clarifier le problème que nous cherchons à résoudre. En d'autres termes, posons-nous la question qui a besoin d'une analyse force-faiblesse et pourquoi on est là? Eh bien, dans le contexte des programmes universitaires, nous évoluons dans un environnement en constante transformation. Les disciplines et les domaines d'expertise évoluent rapidement, ce qui nous oblige à maintenir nos connaissances à jour. Chaque nouvelle cohorte d'étudiants arrive avec un ensemble, un bagage différent de besoins, d'aspirations et d'attentes. Il est donc essentiel de bien comprendre notre population étudiante et ses aspirations, ses besoins, ses attentes. D'un autre côté, la concurrence est de plus en plus forte, notamment en raison des offres de formation en ligne, parfois offertes à très faible coût. Le numérique, comme vous le savez, progresse à grande vitesse, en particulier avec l'apparition de l'intelligence artificielle et d'autres technologies innovantes. Nous devons toujours donc nous assurer de demeurer pertinents pour éviter de perdre nos étudiants, surtout les bons.
Mais ce n'est pas tout. Voici d'autres applications que je vous propose pour une analyse force-faiblesse. D'abord, comment les établissements pourraient-ils s'assurer qu'un nouveau programme réussira? Si vous avez en tête de nouveaux programmes, quelle serait la manière la plus efficace de les promouvoir auprès des étudiants et comment garantir que le cursus enseigné prépare réellement les étudiants aux exigences actuelles du marché du travail? Donc, cette activité a plusieurs aspects. Alors, ce qu'on va réfléchir ensemble au cours de cette activité, c'est pas aujourd'hui, mais au cours de cette activité, c'est d'abord nous intéresser à la question, qu'est-ce qui fonctionne bien? Y a-t-il des programmes ou initiatives qui ont particulièrement réussi? Tout ça de la perspective de vos parties prenantes. Ça, c'est le point très important. Quel retour avons-nous reçu des étudiants sur leur expérience? Que pourrions-nous améliorer? Y a-t-il des problèmes ou défis récurrents que les étudiants ou le personnel ont identifiés? Quelles solutions innovantes ou meilleures pratiques pourrions-nous adopter? Et finalement, les grands risques, quels sont les aspects qui, si laissés à leur sort, pourraient irréversiblement nuire à la survie du programme? Réfléchir à toutes ces questions peut nous aider à identifier des domaines de croissance et de développer des stratégies pour améliorer l'efficacité des programmes ou tout simplement pour survivre dans cet environnement en constante ébullition. Il est clair que nous devons identifier ce qui nous distingue aussi des autres établissements d'enseignement supérieur, ainsi que ce qui doit être amélioré. En d'autres termes, nous devons identifier non seulement nos forces et faiblesses, mais aussi les opportunités, les menaces, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, comment réduire les risques. Et nous avons besoin d'une approche fondée sur des données probantes afin de garantir cet alignement avec les perspectives des parties prenantes. Alors, l'analyse SWOT est un outil de planification, ou l'analyse FFOM est un outil de planification stratégique utilisé pour identifier et évaluer les forces et les faiblesses, ainsi que les opportunités et menaces externes. Comme vous le savez peut-être, cette technique ne se limite pas au programme académique seulement. Elle est très utilisée en gestion et en réalité issue de l'étude des organisations et du fonctionnement des entreprises. Ce qui est intéressant dans tout ça et qui me fascine, c'est que cette approche est fondée sur des données probantes, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'anecdotes de couloirs, de corridors, euh, et c'est vraiment basé sur ce que les parties prenantes sont en train de penser. Maintenant, ceux qui nous répondent, ça sera un défi, je vais en parler. Alors, voyons ici qui pourraient être nos principaux intervenants. Pour simplifier ici, nous avons divisé nos intervenants en 4 catégories différentes. Chaque catégorie a un ensemble d'attentes bien spécifiques et cette séparation naturelle nous aide à mieux comprendre les besoins et leurs attentes. Alors, on a les étudiants qui sont actuellement inscrits dans un ou plusieurs de vos programmes, les diplômés qui ont complété les programmes dans un de vos programmes, membres du corps professoral qui sont en train d'enseigner ou ont enseigné dans le programme. Alors, les membres du corps professoral, on englobe les réguliers et les temps partiels, bien sûr, et le personnel administratif qui travaille actuellement en connexion avec les programmes. Alors, les 3 catégories qui ont reçu une étoile, ce sont les catégories qui sont exigées par le Conseil ontarien de vice-président d'université, en anglais OCAV. Nous, parce qu'on est là et on a de bonnes relations avec le centre qui gère les adresses des diplômés, courriels diplômés, on s'est dit, eh bien, offrons cette opportunité aux unités académiques, parce que je sais que c'est un casse-tête, pour contacter les diplômés. Maintenant qu'on fait tout ce travail pour les étudiants, pour les membres du corps professoral, pour le personnel administratif, pourquoi ne pas en profiter pour essayer d'avoir des rétroactions des diplômés? C'est pour ça qu'en deuxième location, en deuxième position, nous avons diplômés. Alors, une autre chose, c'est que pour les programmes professionnels, il y a toujours la possibilité d'ajouter la catégorie employeur et la catégorie association professionnelle. Et ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Alors,
Revenons à notre définition. Une analyse force-faiblesse dans notre cadre académique, universitaire, est un processus pas à pas qui nous permettra, un, d'identifier des indicateurs fiables sur les facteurs qui influencent la performance, alors toujours selon la perspective des parties prenantes. Et quand on dit fiable, de nouveau, ce sont des données probantes, ce sont des choses qui ont été dites par des gens. Maintenant, c'est anonyme, oui, c'est pas tout le monde, oui, mais ça a été dit, c'est écrit noir sur blanc. Deux, c'est recueillir des solutions. Et ça, c'est très important. On est en train de miser sur l'intelligence collective ici. Des solutions que les parties prenantes pourraient proposer pour aborder ces défis. Donc, vous voyez maintenant immédiatement la différence qu'on a entre une analyse SWOT, une analyse force-faiblesse et une enquête de satisfaction. Alors, finalement, on peut dégager, et on va dégager dans le rapport des constats permettant d'éclairer des stratégies pour renforcer le programme. Alors, voilà les trois axes. Je viens de mentionner facteurs dans le premier axe. Voyons maintenant de quoi il s'agit. Quand on dit facteur d'intérêt, dans une analyse force-faiblesse, tous les aspects pouvant affecter le programme doivent être examinés. Donc, c'est pour ça qu'on se dit il faut utiliser des questions ouvertes. Par exemple, si les parties prenantes, les étudiants veulent parler d'équipements de laboratoire, d'espace physique, outils et politiques d'apprentissage en ligne, ils veulent parler de la vie communautaire, des excursions, de terrain, sport et loisirs, même aspirations professionnelles. Tout ça, c'est inclus, tout aspect qui influence la qualité du programme est offerte, la voie est libre pour les parties prenantes pour s'exprimer. Alors, de nouveau, on s'imagine que si on essaye de collecter ces perspectives au moyen de questions fermées, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez au sujet du sport, ou qu'est-ce que vous pensez au sujet de vos laboratoires, etc., etc., on va avoir besoin de centaines et centaines de questions qui, pour la plupart, ne seront pas pertinentes à beaucoup d'intervenants. Donc, les questions, et on va le voir quand je vous ferai part du questionnaire, sont ouvertes justement pour s'assurer que nous pouvons collecter ces différentes perspectives. Le plus intéressant, c'est la puissance des solutions proposées par les intervenants. Vous ne pouvez pas vous imaginer c'est vraiment une mine d'or. Nous bénéficions d'une intelligence collective, je l'ai déjà dit, je le répète ici. C'est une enquête anonyme, ce sont des intervenants à haut quotient intellectuel, des étudiants, des professeurs, des diplômés professionnels, etc., avec un sentiment d'appartenance. Et c'est une autre majeure différence avec les sondages de satisfaction, avec tout le respect que j'ai pour les sondages de satisfaction. Nous visons une sphère totalement différente. Alors, à quoi servira cette analyse? Très rapidement, eh bien, à élaborer des stratégies par l'unité académique. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre bureau. Nous, tout ce qu'on fait, ça c'est un point important et délicat que je voudrais souligner ici. Tout ce qu'on fait, nous agissons comme un miroir et vous reflétez du mieux que nous pouvons ce que vos parties prenantes, vos intervenants ont dit. Ensuite, c'est à vous d'interpréter et de venir élaborer des stratégies parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont applicables, mais il y a des choses qui ne sont pas applicables. Il faut les prendre avec un petit grain de sel, etc., etc. Donc, ceci se fait à tête reposée, bien sûr, une fois que le rapport analyse force-faiblesse a été soumis. Sur la diapositive, je ne vais pas les lire, mais nous pouvons distinguer 4 axes majeurs qui pourraient guider cette réflexion stratégique. Alors, défi majeur numéro 1, mesdames et messieurs, c'est un faible taux de réponse. Et pourquoi ça nous gêne? Parce que, eh bien, nous ne pouvons écouter qu'aux voix qui se sont exprimées. Donc, si les gens ne s'expriment pas, on est dans un pétrin. Alors, dans notre contexte, un très bon taux de réponse serait d'environ 20%. C'est pourquoi nous devons faire tout notre possible pour augmenter l'engagement. Alors, les parties prenantes peuvent manquer d'intérêt pour les questionnaires force-faiblesse pour plusieurs raisons. Voici les 5 facteurs les plus courants. Manque perçu de pertinence.
Vos intervenants disent que le questionnaire ne se rapporte pas, ils ne voient pas le rapport entre leur rôle et leurs responsabilités et ne voient pas comment leur contribution influence les résultats, donc se désengagent, pensant que l'exercice n'en vaut pas la peine. Ben, rappelez-vous la dernière fois que vous avez reçu un courriel vous demandant de vous exprimer. Fatigue des questionnaires. Si les parties prenantes sont fréquemment sollicitées pour remplir des enquêtes ou des questionnaires, surtout si les retours précédents semblent avoir eu peu d'impact, elles peuvent ressentir de la fatigue et euh, perdre intérêt à participer. Troisièmement, mauvaise conception, barrières techniques ou problèmes d'usabilité. On n'a pas trop de barrières techniques, on n'a pas de problèmes d'usabilité, mais des questions confuses peuvent également réduire le taux d'engagement. Donc, c'est là il faut réfléchir vraiment aux questions qu'on pose. Mauvaise communication pour la... Ça, c'est un grand défi. Si la promotion n'est pas suffisante, si l'objectif et l'importance de cet exercice ne sont pas efficacement communiqués, les parties prenantes peuvent ne pas comprendre pourquoi leur contribution est cruciale. On a eu des cas, et plus d'une fois, où il n'y avait pratiquement pas de réponse, une dizaine de réponses, alors qu'on s'attendait à 50, 60, 100 réponses. Et on a laissé ouvert le questionnaire. Rien ne se passe. Alors, on se rencontre avec l'unité, quand je dis on, c'est moi et l'unité académique. Et on décide qu'il faudrait faire un petit peu plus de promotion. Et voilà, paf, vous voyez que ben, il y a des dizaines et des vingtaines d'étudiants qui viennent parce qu'ils apprennent que leur professeur, leur directeur est en train d'insister et dire que, écoutez, ça c'est un exercice important pour nous. Nous allons relire attentivement ce que vous nous dites et nous allons prendre soin de voir ce qui est applicable et l'appliquer. Euh, le dernier, c'est le timing. Tout le monde est préoccupé par d'autres priorités et il faut faire attention quand est-ce qu'on envoie les questionnaires, par exemple pour les étudiants, que ça ne corresponde pas trop avec la période des examens ou des tâches où les étudiants seraient plutôt occupés. La même chose pour les professeurs. Donc, le timing, le choix du moment aussi est important pour s'assurer d'une participation adéquate. Alors, je suis en train de lire vos questions. Les, Gardez, si je ne vous réponds pas ici, gardez la question et n'oubliez pas de me la poser. La question de Salah Bassalama, à quel programme s'appliquent les forces faiblesses, les programmes suspendus, les actifs, les à venir ou ceux qui sont en projet de création? Alors, ce sont les actifs qui font partie intégrale de l'évaluation cyclique. Maintenant, pour les programmes, pour les nouveaux programmes, nous pouvons utiliser la même méthodologie, la même approche pour justement sonder les parties prenantes. Les suspendus, non, on ne le fait pas. Voilà. Et Bouma, je vous répondrai à la fin si c'est possible. Alors, je vous donne un exemple ici pour vous démontrer que, par exemple, sur un exemple de 1000 questionnaires qu'on a envoyés aux diplômés, on a la possibilité de viser les diplômés, on a envoyé 1000 de notre côté. Il y en a 63% qui ont été ouvertes, alors 632 environ. 50% de ceux qui ont ouvert ont cliqué sur le lien. 50% de ceux qui ont cliqué ont répondu. En fin de compte, on a 15% de taux de réponse. Donc, vous voyez, c'est très, très important d'avoir une bonne promotion de l'événement. Alors, allons sur le questionnaire en action. On va voir qu'on va avoir deux catégories de questions. Alors, on a un questionnaire en français et un questionnaire en anglais. On a deux catégories de questions, les questions sociodémographiques et les questions ouvertes. Les questions sociodémographiques sont visées aux étudiants et étudiantes diplômés seulement. On ne pose pas des questions sociodémographiques. Alors, c'est votre provenance, votre langage. On va voir, il y a des questions dans ce domaine.
Les possibilités de sélection sont les suivantes. Garder comme telle, supprimer la question ou modifier. Mais il faut vraiment garder ou modifier seulement et seulement si les informations collectées ont de la valeur. Rappelons-nous, notre objectif, c'est de vraiment minimiser le nombre de questions posées aux intervenants. Ensuite, nous avons les questions ouvertes. Ça concerne toutes les 4 catégories, donc étudiants diplômés, corps professoral et personnel administratif. Ici, les questions sont standards, c'est-à-dire que on préfère ne pas toucher à la formulation, sauf si il y a un cas vraiment particulier, il y a une chose sur laquelle vous voulez avoir un retour, et c'est très très important, c'est indispensable. Là, on peut discuter, on peut s'en parler. Alors, je vais vous mettre dans le clavardage le lien au questionnaire test, enfin en français. Voilà. Comme ça, vous pouvez le regarder en même temps que moi. Et puis, je vais faire un petit tour. Alors, il est là. Alors, le questionnaire ici, c'est un exemple pour l'école de psychologie. C'était un bac spécialisé en psychologie. Vous allez recevoir la première page, c'est une page de configuration. Donc, ça dit que cette case sera supprimée, ne fera pas partie du questionnaire. Ensuite, vous voyez ici, on va avoir une petite page qui va donner des informations du point de vue légal, le consentement à participer, très bien. Ensuite, ce sont les informations générales. Qu'est-ce qui s'applique à ce questionnaire? Pourquoi on le fait? Comment s'y prendre, etc. La plupart des choses, c'est du bon sens. C'est pas très. Ensuite, vos intervenants seront en mesure de choisir leur catégorie. Alors, comme vous voyez, on a membre de la communauté étudiante, titulaire d'un diplôme octroyé par l'Université d'Ottawa, membre du corps professoral, membre du personnel de soutien, enfin, de personnel administratif. Donc, si je choisis, par exemple, membre de la communauté étudiante, page suivante, et voilà, donc, on demande aux étudiants d'indiquer leur programme. Alors ici, on avait un seul programme. Et vous voyez qu'il y a toutes les questions sociodémographiques. Avez-vous combiné votre programme d'études à l'une des options suivantes? Avez-vous changé ou envisagé de changer votre programme? Alors, de nouveau, je me permets de répéter et d'insister. Nous avons un super ensemble, un super set de questions. On voudrait réduire au maximum ces questions sociodémographiques. Donc, c'est très positif si on reçoit de votre côté, allez Edmond, éliminer, supprime ces questions. D'accord? Donc, ce que vous voyez ici, ce sont toutes les questions qu'on a pu collecter au cours des dernières années, mais on préfère vraiment diminuer. Est-ce que c'est important de savoir si vos étudiants travaillent? Il y a des unités académiques, il y a des programmes pour lesquels c'est critique. Ils veulent vraiment savoir s'ils travaillent et qu'est-ce qu'ils font. Il y a d'autres unités académiques qui nous disent non, ce n'est pas important, ou la langue parlée à la maison. Alors, il faut réfléchir. Voilà. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Ce sont les questions. Et vous avez donc titulaire diplôme, c'est la même chose. On a des questions sociodémographiques avec une petite différence. Membres du corps professoral, essayons. Alors, pour les membres du corps professoral, on liste les titres officiels des programmes pour bien cadrer le questionnaire. Et ensuite, on dit quels sont, selon vous, les points forts de ce programme. S'il y a un seul programme, s'il y a plusieurs programmes, on leur pose la question, comment l'école peut-elle renforcer ses points forts? Voilà. Non, pardon. S'il y a un seul programme, on pose une seule question. S'il y a plusieurs programmes, on va avoir une autre formulation de question. Donc, on commence par les points forts et ensuite, on enchaîne. Euh, Quels défis ou aspects améliorés voyez-vous dans ce programme? Alors, vous voyez, la formulation des questions ouvertes est faite de telle manière qu'elle invite des informations de divers domaines. Ce n'est pas ciblé seulement, par exemple, sur la réputation ou sur la qualité de l'enseignement ou sur les laboratoires, un cours particulier. Donc,
on est en train de donner avec un minimum nombre de questions l'opportunité, la possibilité, l'occasion aux intervenants de s'exprimer sur des aspects très, très variés. Ce qui nous complique la tâche, bien sûr, dans le rapport, je vais vous en parler, mais c'est beaucoup plus facile à collecter des informations qui qui couvrent un spectre assez large. Voilà. Donc, et ensuite, partager tout autre commentaire supplémentaire pour attraper ce qu'on n'aurait pas pu attraper. Donc, ici, je m'en vais de nouveau sur la présentation. Maintenant, nous avons les données. D'accord. On va voir comment ça va se passer, patienter un petit peu, et on va passer ces données à travers un processus qui va générer un rapport analyse force-faiblesse. Jetons un coup d'œil sur le fruit de cette activité, parce que c'est ça qui va vous atteindre. Bien sûr, vous allez avoir accès à toutes les données crues qui sont à la base du rapport, mais vous pouvez aussi dire que moi, je ne veux pas de rapport, je veux faire l'analyse moi-même. Et il y a des unités qui le font. C'est tout à fait plausible. Donc, c'est à vous de décider et de nous dire si vous voulez rentrer dans le processus, parce qu'il y a un effort à mettre dans le processus de génération du rapport. Alors, jetons un coup d'œil sur le rapport. C'est la mise en page. Alors, pour réduire le nombre de pages que je vais vous présenter, veuillez lire les pages dans cette direction. Alors, analyse force-faiblesse, méthodologie. Ensuite, vous venez en bas à gauche. Ensuite, on va en zigzag. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, c'était un programme la faculté des arts. Et vous pouvez voir ici, on a les questions posées aux parties prenantes, répartition des répondants. Alors, je vais très rapidement parce que c'est juste un exemple, c'est un survol pour vous donner une idée de quoi ça a l'air. Données démographiques clés, alors ce sont les données qui ont été extraites à partir des questions sociodémographiques. Vous voyez, elles sont extraites de cette manière. Ensuite, on fait un regroupement thématique, c'est-à-dire que puisqu'on a des questions ouvertes, les intervenants peuvent dire la même chose de manière différente. Alors, on a des thèmes. Vous voyez, les thèmes sont ici. C'est un peu petit, mais on comprend assez bien de quoi il ressort. Et ensuite, ce qu'on fait pour chaque thème, on classifie est-ce que l'intention, et ça c'est une interprétation assez délicate à faire, est-ce que l'intention était de communiquer un aspect positif du programme ou un aspect négatif du programme? C'est ça dont on parle. Par exemple, si je vous montre ici sur le plan force, on dit approche pédagogique, qualité de l'enseignement. Alors, il y a 4 citations dans toutes les données qui se sont concentrées sur les approches pédagogiques et qualité de l'enseignement. Ça, c'est un programme, je pense, de cycle supérieur. Et il y en a 3 qui étaient centrées sur le professionnalisme. Il y en avait une qui était centrée sur le cours séminaire. C'est ça que ça veut dire. C'est le codage que nous utilisons pour communiquer l'importance du point de vue des intervenants de ces rétroactions. La même chose ici. Alors, 5 personnes ont trouvé quelques faiblesses sur le curriculum et contenu, structure du programme et gouvernance, soutien et service aux étudiants. Voilà. Alors, ce sont les données qui ont été récoltées. Et maintenant, enfin, on fait la même chose pour les diplômés. Alors, vous voyez les diplômés. Ensuite, on fait la même chose pour les professeurs. Et on peut faire, enfin, pour tout le monde en même temps. Ça, c'était l'unité académique qui a souhaité le faire de manière séparée. Ensuite, on se concentre sur les défis et les solutions. Alors, les défis et les solutions, on se limite à 4-5 défis majeurs. Par exemple,
vous allez reconnaître tout de suite un défi qui est commun à tout le monde. Manque de ressources et classe surchargée, par exemple. Ça, c'était le défi numéro un. Alors, comment on sait que c'est le défi numéro un? C'était 12 citations. Il y avait 8 profs et personnel administratif, 2 diplômés et 2 étudiants qui se sont prononcés sur ce point. Donc, ça vous donne un petit peu une pondération de qui dit quoi, qui se plaint de quoi, etc. Donc, défi numéro un. Et puis, ce qui est très intéressant à la fin, ce sont les solutions proposées par vos intervenants. Qu'est-ce qu'ils disent dans leurs réponses? Comment ils, euh, ils souhaitent que le problème et comment ils pensent que le problème pourrait être résolu? Donc, voilà, les défis numéro un, 3, ici il y en avait 5. Donc, euh, oui, je vais expliquer. Je vois la question sur le regroupement thématique et tout ça. Pour l'analyse, on va en discuter. C'est un grand projet et c'est un petit défi aussi. Alors, le processus, on va y arriver. Alors, je réponds à Frédéric Tesson. Alors, le processus, c'est comment est-ce qu'on va s'y prendre pour arriver à ce magnifique rapport que vous venez de voir. Eh bien, je vous propose de me suivre dans ce processus. Il y a une barre qui va apparaître. Alors, cette barre, il y a 15 étapes, 1 à 15. Et tout ce qui se passe en bas de cette barre, c'est moi et Malak et l'équipe du bureau d'évaluation. Tout ce qui se passe en haut, toutes les tâches qui se passent en haut, c'est l'unité académique. Donc, c'est le directeur, c'est le comité et les collègues qui sont en charge de cela. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Voilà. Alors, étape numéro un, nous avons déjà configuré le questionnaire avec des questions bien ciblées en anglais et en français. Après cette rencontre, ce qui va se passer, enfin, début de semaine prochaine, probablement, nous allons vous partager le questionnaire, le lien au questionnaire standard. Et nous, on vous demande de votre côté de voir et de vérifier si les données, les informations sont correctes. Alors, le titre des programmes académiques, les questions sociodémographiques, rappelons-nous, on veut compresser, 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 et nous dire aussi combien d'années vous voulez aller en arrière pour vos diplômés. On a la possibilité d'aller jusqu'à 8 ans. En général, on se limite entre 3 et 5 ans. Maintenant, si jamais vous voulez aller encore davantage en arrière, c'est possible jusqu'à 8 ans. Une fois que vous nous donnez ces informations, on vous recommanderait de penser à embaucher l'assistant. Alors, cet assistant aura un rôle primordial et je vais expliquer comment ça va se passer. En général, c'est un étudiant ou une étudiante RTE qui va assister à une formation, et je vais en venir, je vais vous expliquer, et qui va être en charge de produire ce rapport. Donc, le rapport sera coaché par moi, sera contrôle qualité vérifié par moi, mais il sera développé et pour des raisons très simples de ressources. Il y a une seule personne, c'est moi, et il m'est impossible de faire ce rapport pour toutes les unités académiques. Donc, j'ai besoin d'assistants et nous n'avons pas de personnel. Alors, nous, de notre côté, on va regarder vos questions et on va faire les changements que vous avez demandés. Ensuite, on va vous partager le questionnaire et on va aussi vous partager le gabarit de la lettre d'invitation. Vous allez regarder et nous dire si le gabarit vous va pour les diplômés. Alors, on va utiliser cette lettre pour les diplômés, nous de notre côté, et vous allez utiliser cette lettre pour envoyer les questionnaires à vos parties prenantes, c'est-à-dire les étudiants, les professeurs et le personnel administratif. Donc, arrivé étape 7,
vous envoyez les invitations aux non-diplômés, nous envoyons les invitations aux diplômés et on est parti. On va regarder ici, on va vous partager un lien qui va vous mener directement sur des statistiques de combien de personnes ont répondu. Et une fois que vous nous dites que c'est bon, on ferme le questionnaire. Pendant ce temps-là, euh, ce qu'on va faire, moi, de mon côté, je vais offrir un cours condensé. C'est un cours condensé de 6 heures qui va former cet assistant ou cette assistante pour faire le rapport. Alors, est-ce que c'est obligatoire? Pas du tout. Si vous voulez le faire, vous voulez faire le rapport vous-même, c'est tout à fait plausible. Si l'assistant que vous avez embauché veut le faire de lui-même ou d'elle-même, c'est tout à fait possible. Mais nous avons un processus bien rodé avec un encadrement de mon côté qui va assurer le contrôle qualité. Une fois qu'on ferme le questionnaire, cette personne va faire l'analyse. Il y a 3 phases, donc ça c'est très très bien euh, calibré. Phase 1, phase 2 et phase 3. Et mon rôle, c'est un coaching pour voir si tout est bien reflété, on n'hallucine pas, etc., etc. Donc, une fois que le rapport serait prêt, je vous soumets le rapport et je reste à votre disposition pour faire un survol. Et vous, de votre côté, vous allez développer les stratégies et distribuer ou informer les parties prenantes, on va en discuter, des trouvailles. Alors, au point de vue timing, maintenant, objectif phase 1 à 6, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine jusqu'à configuration, validation de la lettre d'invitation. Nous, on dit c'est de maintenant à juin. Juillet, août, c'est la période d'été, c'est très, très. Donc, maximum juin, début juin, on devrait avoir fini ou avant ces 6 étapes. Ensuite, on a le lancement. Le lancement, on le fait en général en septembre. Maintenant, il y a des unités qui nous disent on veut faire un lancement parce qu'on a une population étudiante ou diplômée très spécifique. On veut le faire, par exemple, plus tôt. C'est tout à fait possible. Nous, on est prêt de notre côté. Euh, alors, de septembre à octobre. Alors, mi-septembre jusqu'à mi-octobre, on essaye d'arranger les lancements. Ensuite, donc, c'est 7 à 10. Le lancement est terminé. Les phases 11, 12 et 13, c'est novembre, décembre. Maintenant, je suis en train toujours de faire des suivis, enfin jusqu'en février, faire des suivis avec une ou deux unités académiques qui sont un petit peu en retard. Ça dépend de la personne et de la quantité des données. Mais en général, on vise décembre 2026 pour terminer l'analyse. Et les phases 13 et 14, c'est en janvier, février. Voilà. Donc, ces flèches, c'est pour ça qu'elles ne sont pas calibrées. Ici, vous voyez, c'est par 2 semaines. Si tout est bien aligné, tout marche bien, tout fonctionne bien, ça devrait prendre 14 à 15 semaines. Mais nous prévoyons des marges de flexibilité et de contingence pour justement les délais, les imprévus. Alors, une phase importante que je souligne, c'est très important de communiquer les résultats aux parties prenantes. Alors, la source majeure d'un faible taux de réponse, en général, c'est qu'il n'y a aucune rétroaction aux parties prenantes à propos des sondages antérieurs. Qu'est-ce qu'on a fait? Ne serait-ce que pour remonter le moral, surtout personnel administratif et prof à temps partiel, ça serait bien d'inviter les gens, ça serait en présentiel dans une salle ou en ligne, dire que qu'est-ce qu'on a fait, qui a été sollicité, comment on l'a fait, qu'est-ce que l'unité académique a appris à partir de ces rétroactions et surtout, 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 qu'allons-nous faire ou qu'avons-nous fait en tant qu'institution à ce sujet, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qui n'est pas sous notre contrôle. Parce qu'il faut aussi éviter cette perception que nous avons un bâton magique, nous avons une banque infiniment riche, un compte en bancaire infiniment plein,
et on peut faire des choses, des miracles. Non, on ne peut pas le faire. Alors, une fois que vos intervenants seront au courant, ça leur montrera comment cet exercice a été important et a été pris au sérieux de votre côté. Alors, nous arrivons à la fin de la présentation environ. Alors, analyse force-faiblesse, nous pouvons l'utiliser pour identifier des indications et élaborer des stratégies. Elle est fondée sur des données probantes. Idéalement, elle serait réalisée périodiquement, c'est-à-dire que, par exemple, École des sciences de la nutrition, ils ont un agrément, ils le font chaque année pour leurs étudiants de quatrième année. Alors, je soutiens et c'est moi qui les aide, je les soutiens vraiment et je pense que c'est idéal. Ce n'est pas un sondage de satisfaction. Cela étant dit, si vous préférez aller avec les données de sondage de satisfaction et dire que la qualité c'est le type de données qu'on collecte, nous suffit, moi je suis tout à fait d'accord. Donc, cet outil, c'est une autre manière de récolter d'autres types d'informations. C'est à vous de décider. C'est un processus étape par étape avec des questions ouvertes standardisées. La promotion de l'activité est très, très importante. Nous, on se charge, enfin, par le biais de l'assistant que vous embauchez, de l'organisation thématique des réponses et des constats, des aperçus tirés de l'analyse des données. De nouveau, notre rôle, c'est de vous refléter aussi fidèlement que possible ce que vos répondants ont dit. Ensuite, il y a aussi la rétroaction aux parties prenantes. C'est à vous de le faire. Nous le recommandons. Parties prenantes. Alors, qui sont les parties prenantes? Toute personne directement ou indirectement concernée ou impliquée dans le programme. Alors, on me pose la question, professeur à temps partiel. Oui, oui, oui. Personnel administratif. Oui, tout le monde. Même si c'est un dixième de FTE. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des rétroactions très, très intéressantes. Et ça remonte le moral toujours. Ceci permettra d'intégrer les différentes perspectives. Alors, quels sont les critères de réussite? Expression franche des opinions, taux de participation élevé qui dépend de la promotion et une analyse neutre mais réfléchie qui viendrait de mon côté. Alors, l'avantage que j'offre ici, c'est que n'étant pas impliqué dans, il y a aussi des limitations bien sûr, mais n'étant pas impliqué, je n'ai pas de parti pris. Donc, si je dis quelque chose, ou enfin, à travers le rapport, si on vous dit quelque chose, c'est vraiment ce qu'on ressent. On peut se tromper, hein. C'est pour ça qu'on a la base de données. Et justement, au cours du coaching que je fais à l'assistant ou à l'assistante, c'est toujours la même chose. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je me mets à votre place. Et puis, on va plonger dans les données crues. Ce sont des fichiers Excel. Vous pouvez vous imaginer des grands fichiers Excel, etc. Mais la personne désignée qui fait cette analyse a la mémoire fraîche et me dit, ah Edmond, c'est là que j'ai vu. Alors je dis, montre-moi ce que c'était. Et puis on va au bout de ça et on essaye de faire une interprétation qui soit aussi fiable que possible. Mais les données crues sont toujours à votre disposition pour confirmation. On arrive à des constats avec le rapport. À quoi servent ces constats? Ils peuvent servir à orienter un plan d'action pour l'amélioration du programme. Alors ça, c'est après l'analyse SWOT. C'est-à-dire que en se basant sur les informations qui sont offertes dans ce rapport, vous pouvez vous décider et dire que, voilà, discutons maintenant, qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qu'on ne peut pas appliquer et pourquoi. Voilà. Alors, prochaines étapes. Vous allez recevoir un courriel de Malak avec des instructions, avec des liens en français et en anglais, vers la version test qui est préchargée. S'il vous plaît, confirmez les programmes inclus dans le questionnaire, sélectionnez les questions sociodémographiques le moins possible, le moins nombreux, le mieux.
Indiquer le nombre d'années à couvrir pour les diplômés, on peut aller jusqu'à 8 ans en arrière. Et planifier l'embauche d'une personne ressource, par exemple un régime travail-études. Nous avons un job description qu'on sera ravi de partager avec vous. Un cas particulier, on a eu ce cas avec des programmes au Telfer où plusieurs programmes étaient répartis dans différentes écoles. Donc, au lieu d'envoyer, par exemple, 5 fois le même questionnaire avec des programmes différents au même professeur, on a dit, on fait un questionnaire seulement pour le corps professoral et le personnel de soutien qui était commun pour... Mais c'était un cas particulier, ça s'est posé pour les programmes à Telfer. Donc, si c'est le cas, on peut créer un questionnaire commun couvrant l'ensemble des programmes et viser seulement les professeurs et le personnel de soutien. Veuillez nous en faire part. On va faire de notre mieux pour préparer ce questionnaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'analyse force-faiblesse, alors je vous mets dans le clavardage un lien qui explique en gros les 3 volets de mon appui ou de mon mandat, à savoir l'analyse force-faiblesse, la révision des résultats d'apprentissage de programme et la cartographie cours à résultats d'apprentissage de programme pour lequel je fais une présentation la semaine prochaine. Et voilà, donc j'ai terminé. Merci pour votre attention. Nous avons quelques minutes. Donc s'il y a des questions alors, je vais regarder le clavardage d'abord. Alors, Bruma Maïcha, je souhaite mettre ces questions ici pour ne pas oublier. Question proposée par une de mes collègues. Est-il possible de soumettre le nom d'un professeur qui a été examinateur externe pour nos programmes il y a plus de 15 ans? Oui, absolument, absolument. Si c'est une personne qui est connectée au programme, qui est impliquée, alors ici, l'implication, c'est pas en offrant des cours, mais c'est... Donc, moi, je recommanderais qui était examinateur externe au sein d'un comité de thèse, de doctorat. Alors, si c'est il y a une dizaine d'années, alors le défi avec l'option B, s'il y a une personne qui s'était connectée il y a une dizaine d'années et puis qui n'est plus en constante connexion, peut-être pas. Mais s'il y a une personne qui est constamment en contact avec vos étudiants lors de la défense de thèse ou offre de cours et tout ça, oui, bien sûr, ça serait super bien, super intéressant d'avoir les rétroactions. Alors, Edmond, je ne suis oui, pas certaine. Je pense peut-être que vous me parlez d'une étape plus tard dans le processus, alors moins en lien avec la préparation du volume 1 et plus peut-être avec le volume 3 et l'étape de l'évaluation externe plus tard. Je ne sais pas si je me trompe ou Exactement. non. C'est exactement Oui, ça. Donc, ouais. OK. Alors, Les une deux question questions un sont peu possibles. différente. Alors pour ça, j'essaie justement de communiquer avec ma collègue là, pour confirmer. Mais pour les examinateurs externes qui ont participé à l'évaluation d'un programme il y a plus de 15 ans, c'est quelque chose que je dois confirmer. On a des lignes directrices, mais je peux vous écrire et vous revenir là-dessus. Très bien. Pour l'examinateur externe au sein d'un doctorat de thèse, c'est ça, un peu comme Edmond a dit, finalement, si cette personne-là a travaillé sur euh, la thèse de doctorat et tout ça, il y a seulement une fois, il y a une dizaine d'années, ça va. Mais s'il y a un contact constant, à ce moment-là, ça devient un conflit d'intérêt. D'accord. ouais, Parfait. merci Dani. Alors, l'autre question, c'était au sujet, alors je lis la question Salama, c'était un programme suspendu. Nous n'avons pas de très bonnes expériences avec des programmes suspendus, c'est-à-dire on fait un effort considérable, donc tout ce processus, on doit passer à travers ce processus et on n'a presque pas de rétroaction parce qu'il est suspendu, parce que... alors, on encourage d'autres approches. Par exemple, on peut faire un focus group, les inviter, ceux qui viennent demander leur rétroaction. Donc ça, c'est au sujet de la question de Salah Bassalama qui Oui, posait la Edmond, question. Voilà. excusez-moi, juste parce qu'il s'agit de programmes tout récemment suspendus. Oui. C'est-à-dire que je veux dire, ils n'ont pas eu le temps comment dire,
de ne plus avoir d'impact. On a encore, par exemple, là, il s'agit en fait du programme de doctorat. Mhm. Le programme de doctorat a été suspendu et on a encore plein d'étudiants en doctorat qui sont là et qui sont capables en fait de donner une rétroaction, de dire en Ah, fait en réalité d'accord. qu'il est extrêmement dommage de supprimer ce programme, etc. On a une population importante qui pourrait témoigner. Donc Oui. pourquoi ne pas en profiter? D'accord. Alors, dans ce cas, si ça revient à la question promotion et le nombre de rétroactions viables et riches qu'on peut collecter. Si vous pensez pouvoir avoir rassemblé la masse critique, absolument. Nous, on a notre système, notre processus qui est à votre disposition, mais l'expérience auquel je faisais allusion, c'était une unité académique au sein d'un des programmes suspendus et on a fait un grand effort avec beaucoup de va-et-vient, beaucoup de etc., oui, non, etc. Et ensuite, on a eu presque un ou deux, une ou deux réponses qui n'étaient pas. Mais si vous avez des étudiants actifs, oui, c'est toujours possible. D'accord. Alors, Éric Mathieu, pour clarifier, qui paye pour le consultant? L'unité académique. Nous n'avons pas de budget, malheureusement. Qui est en charge de Et, l'affichage? Eric, je ne comprends pas très oui, bien. Est-ce que vous pouvez expliquer qui est en charge de l'affichage? ok, là-bas. Déjà, donc ça c'est nouveau pour moi. J'ai fait le processus 3 fois dans les années précédentes. Oui, Donc c'est la première fois que j'entends parler de devoir payer pour un consultant. Nous, on n'a pas forcément le budget pour ça non plus. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est admissible, il faudrait vérifier. Donc ça, je suis un peu surpris parce que ça fait un peu outsourcing au département et on a déjà beaucoup de choses à faire et beaucoup de frais. Donc ça, c'est quand même une surprise d'entendre que le département doit payer pour ce consultant. Et la question de l'affichage, c'est que j'imagine si on engage un étudiant, il faut que quelqu'un fasse l'affichage, le nombre d'heures, est-ce que la personne est payée pour les 6 heures de cours, etc. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et donc, j'aimerais des clarifications là-dessus. Et je suis vraiment un peu surpris, voire choqué, que le département se retrouve à payer pour ce consultant. oui. Alors, on parle en général d'embaucher ou d'engager un étudiant ou une étudiante régime travail-études pour minimiser les coûts. Et on est en train de le faire depuis 5 ans maintenant. Oui, c'est un défi pour des unités académiques qui sont un petit peu limitées au sujet du budget et tout ça. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de partager ces inquiétudes avec Leslie Schill, qui pourrait peut-être aborder le vice-doyen et lui dire, écoutez, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Alors, la raison pour laquelle nous avons besoin de cette personne, c'est que ce rapport n'était pas fait avant mon mandat. Donc, ce n'était pas comme ça que le travail était, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était tout à fait une approche différente avec des produits différents de qualité différente. Alors, je ne veux pas juger la qualité, mais c'était assez différent. Et étant une seule personne, il y a pas moyen. Ce serait surprenant si j'essayais de vous promettre à vous tous et toutes que je ferai le rapport pour tout le monde, parce que je n'aurai pas la bande passante. Au sujet de charge de l'affichage et tout ça, nous avons un processus, nous avons la description du poste que vous pouvez éditer, le nombre d'heures et tout ça, c'est assez bien typique. Et donc, il y a des informations au sujet de... Et si je ne me trompe pas, Dany peut me corriger ici, vous devriez avoir une personne administrative au sein de l'unité académique qui pourrait gérer ça. Mais sinon, on pourrait aussi voir si on peut vous aider. Dany, est-ce que tu as des directions pour l'affichage? Non, j'ai pas de direction pour l'affichage. Par contre, une chose que Leslie a mentionnée pendant la rencontre hier, c'est qu'il pourrait avoir d'autres manières aussi de consulter les parties prenantes. Leslie travaille de près avec une étudiante pour développer
un outil qui permettrait de mieux capter les informations qui seront disponibles dans les sondages de fin de programme et tout ça. Alors ça pourrait être aussi un outil que vous pouvez utiliser pour satisfaire l'exigence de la consultation des parties prenantes. Mais je vous encourage à communiquer aussi avec Leslie si vous avez des inquiétudes là-dessus. Oui, pour clarifier, on parle d'utiliser les données de sondage de satisfaction, d'accord? Donc, vous avez plan B, c'est utiliser les données de sondage de satisfaction. Maintenant, c'est à vous de comparer qu'est-ce qu'on peut en retirer avec les sondages de satisfaction. Voilà. Mais j'aurais bien aimé avoir plus de ressources, vraiment, vraiment, et surtout, le défi de mon côté, donc maintenant que on peut parler un petit peu plus franchement, c'est que chaque fois, faire la formation avec un nouveau groupe, les former, une fois qu'ils font l'exercice, ils deviennent compétents et il faut changer de groupe. Donc, moi aussi, de mon côté, le défi, c'est que chaque fois, j'ai à former des gens et ces gens enfin, j'en bénéficie pas beaucoup parce qu'ils me quittent et c'est toujours nouveau. Donc, il y a des défis. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Malheureusement, c'est hors de notre contrôle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, très bien. De toute façon, si jamais vous avez besoin de rentrer en contact avec moi, vous avez mon courriel, ezaidi@yottawa.ca. Et attendez-vous à partir de peut-être demain, vendredi ou même lundi, début de semaine prochaine, un courriel de Malak Junaid. Malak, est-ce que vous êtes là? Je ne sais pas si vous êtes là. Je me demande si pour Bonica. Oui. Oui, d'accord. Très Je bien. voulais savoir Donc, si Bonica, oui. elle a dit qu'elle va faire un suivi avec moi. Est-ce que vous voulez que je vous donne mon courriel ou vous l'avez déjà? Je ne sais pas. Ça, c'est beau, hein, Oui, par rapport à la question que j'ai posée. nous devrions avoir votre adresse courriel parce que vous êtes dans le. Donc, toutes les personnes qui ont Ah, bien. participé vont recevoir le courriel de Malak. D'accord? Parfait. Merci. Allez, je vous remercie pour votre attention et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Nous serons votre appui, votre point de contact pour les mois à venir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir à toutes et à tous. Au revoir.